toutes et à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. C'est-à-dire que je crois que la conférence intéresse vraiment beaucoup de monde. Bienvenue à la première conférence de l'année. Je m'appelle Nathalie Bandulet, je suis la directrice du Centre de documentation et d'archives de la Société d'histoire. Et avant de vous présenter M. Vallée, le conférencier d'aujourd'hui, je devrais vous parler de notre programmation de conférence de la saison hiver-printemps 2024, organisée en collaboration avec la Bibliothèque du Plateau Mont-Royal. Le jeudi 29 février, une conférence de Annick Desmarais, historienne, sur les belles-mères dans la littérature, donc la belle-mère face à son genre et sa bru, un stéréotype bien ancré. Le mercredi 27 mars, le théâtre sur le plateau depuis 100 ans, par le conférencier et auteur du livre en scène Frédéric Kantorowski. Vous trouverez tous les détails de nos activités sur notre site Internet, dans nos infolettes et dans la programmation de la Bibliothèque La Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. Sur la table à côté, ma collègue Huguette Loubert, qui est là pour vous présenter quelques bulletins, parce que nous, on publie 4 bulletins par année. Quelques livres aussi en vente, et il y a aussi des formulaires d'inscription pour devenir membre de la société. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire ou acheter des livres, ça pourrait se faire après la conférence. Je voudrais aussi surtout pas que vous oubliez que notre centre de documentation et d'archives est ouvert au public tous les mardis. C'est juste à côté d'ici, là, au monastère. Alors, venez lire, faire des recherches, du bénévolat, consulter les archives, bref, venez nous rencontrer. Notre porte est bien ouverte. La conférence d'aujourd'hui, intitulée À l'assaut du ciel, les décors qui couronnent nos maisons, sera animée par M. Vallée, ici, présent. Bernard Vallée est animateur en histoire urbaine et sociale et consultant en patrimoine et en toponymie. Depuis près de 45 ans, il accompagne les Montréalais et les Montréalaises dans des circuits qui explorent la ville et ses quartiers et diffuse la mémoire des luttes citoyennes, d'abord au sein du collectif L'Autre Montréal, qu'il a fondé en 1983, et aujourd'hui avec Montréal Exploration, qu'il a fondé en 2013. Il a été aussi membre de la commission de toponymie de Montréal de 87 à 95 et membre du Conseil du patrimoine de Montréal de 2012 à 2018. Il est actuellement membre du nouveau comité consultatif en reconnaissance de Montréal. Il fait partie des Amis du boulevard Saint-Laurent, de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal et d'Objets de mémoire, groupe d'action muséologique. Il est l'auteur d'un livre maquette, qu'on peut voir ici, sur l'habitat typique montréalais, Maison ouvrière de Montréal. Et il est un des auteurs du dictionnaire historique du plateau Mont-Royal, que vous trouverez ici sur la table en vente. Alors, toute une feuille de route. Félicitations. Alors, sans plus tarder, accueillons chaleureusement notre conférencier, M. Bernard Vallée, qui nous entretiendra sur les corniches et couronnements qui sont apparus au 20e siècle dans les quartiers de Montréal et particulièrement celui du plateau Mont-Royal. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Je pense que la dernière fois que j'ai fait une conférence, c'était en mars dernier, mais c'était par Zoom, sur Gustave Drolet, promoteur dans le quartier ici. Je vais peut-être commencer par vous expliquer un peu les conditions dans lesquelles je vais faire cette conférence. Je suis vulnérable à cause de mon état de santé et ça peut arriver, comme ça m'est arrivé en mai dernier où je faisais une conférence où mon essoufflement m'étouffe, tout simplement. Donc, il y a certains moments, je vais peut-être prendre une pause. J'ai suffisamment de diapositives à contempler pour prendre des breaks de parole. Ma vulnérabilité aussi s'exprime par une certaine nervosité face à la contagion. Alors, tout simplement vous rappeler que
Bon, si vous avez un petit rhume, là, mettez votre masque. Et puis, si vous toussez, utilisez les gestes barrières, le coude, c'est excellent. Parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous et la vulnérabilité des gens qui sont à côté de vous, y compris la mienne. Alors, nous, on veut sortir, même si on est fragile. On ne veut pas rester enfermé chez nous. Mais ici, je pense que c'est quand même assez bien aéré. Alors, voilà pour euh, ces petites consignes. Euh, Quand je suis arrivé à Montréal, il y a maintenant, je me suis installé dans le plateau il y a 50 ans, presque exactement, en janvier 74. J'étais arrivé en octobre 73. J'ai été tout de suite séduit par cette ville et à la fois son harmonie dans certains quartiers où, un peu comme j'avais visité Amsterdam et je trouvais que les maisons se ressemblent, mais sont toutes différentes, du moins dans les coins les plus protégés, et parfois une espèce d'exubérance dans l'architecture qui m'a complètement séduit. Par la suite, dans mes études en architecture, j'ai eu deux mentors, puis pas des moindres, Jean-Claude Marsan, qui, l'année où j'ai eu mon cours avec lui, nous a expérimenté sur nous la publication qu'il était en train de faire de son Montréal une évolution, où il analysait un peu comment ce paysage montréalais particulier, unique en soi, est apparu justement, s'est consolidé, etc. Et puis l'autre mentor que j'ai eu trop peu de temps et qui m'a vraiment ouvert le regard sur la ville, non seulement dans son ensemble et dans ses détails, c'est Melvin Charnet, euh, le regretté Melvin qui a, a appris à des générations, pas seulement d'étudiants en architecture, mais aussi de Montréalais en général, à regarder la ville, à apprécier ses forces, à souligner ses faiblesses et à essayer de travailler dessus. Et en particulier, une des choses qu'il m'a appris, c'est de considérer justement euh, ces- la ville comme un ensemble dans lequel maisons, rues, ruelles euh, forment une sorte de théâtre dans lequel le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des décors tout à fait particuliers, viennent finalement tapisser un environnement, le rendre attachant, singulier, mais malheureusement, il est extrêmement fragile. Et au fur et à mesure que je découvrais ces particularités, que mon attachement pour ma ville d'adoption se développait, on est quand même au début et milieu des années 70, on est encore dans toute la force de destruction de l'administration Drapeau, qui supprime le patrimoine, qui s'y attaque, qui méprise l'architecture populaire, qui méprise même l'architecture bourgeoise, et nous conduit dans une espèce de progrès aseptisé vers une ville désincarnée. Et donc cette colère qui va accompagner cette passion pour la ville euh, va faire que ça va stimuler mon engagement. C'est pour ça que j'ai participé à la création du comité logement du plateau Mont-Royal, qu'on appelait Saint-Louis à l'époque, et ensuite de ces groupes, l'autre Montréal et Montréal Exploration, qui, qui s'attachent à finalement accrocher votre regard ou conduire ou guider votre regard pour mieux apprécier la ville et son patrimoine. Si on commençait, est-ce que vous reconnaissez ces lieux? Avenue des Pins, point Hôtel de Ville. Bon, celui-là, il n'y a pas beaucoup d'indices là, mais c'est sur Saint-Laurent, euh, un de ces amortissements. C'est comme ça que ça s'appelle. Des patentes sont dessus, là, on appelle ça des amortissements.
Vous verrez, je vais essayer d'introduire quelques éléments de vocabulaire. Et puis, comme il habitait euh, mal entretenu, ben, il est devenu un nid d'un petit piaf là, ça, Henri Julien. Il y a, et ça, c'est la partie conservée. Vous verrez, je pense que j'ai une diapo qui nous montre justement qu'une partie de ces amortissements a disparu dans la maison d'à côté. Puis tombait un jour où la lune se levait au-dessus. Ici, Saint-Denis, en fait, il y a deux rangées de ces maisons, des rangées qui ont en partie disparu parce que c'était des rangées de, je pense, 13 maisons d'un côté, 17 de l'autre, de chaque côté de Mont-Royal, côté est, sur Saint-Denis, construit par Rester, la famille Rester, même qui ont construit le bâtiment ici. Ça, je m'en souviens plus. Ça, c'est extraordinaire, ce bâtiment. Saint-Dominique, Saint-Dominique, excusez-moi, juste à côté du parc du Portugal. En fait, vous ne voyez pas le dos qui va avec, vous le verrez dans les diapos tantôt. Avenue du Mont-Royal, point en bas. Et ça. Ça, vous ne trouvez pas. Vous êtes passé 1000 fois devant. Moi, je les appelle mes fusées. Non, c'est un logement de rapport. Oui, c'est des appartements sur Prince-Arthur, coin Sainte-Famille, dans ce coin-là. Alors, il y a 4 ou 5 de ces fusées-là. En fait, c'est des. Moi, je les appelle des fusées. Regardez, on dirait qu'elles vont partir. Là. En tout cas, voilà, ma conférence est finie. Ces maisons, avec leurs escaliers, leurs balcons, quelquefois énormes, leurs corniches en toile découpée aux silhouettes les plus inattendues, ont un aspect de construction temporaire, de bâtisse pour exposition provinciale. Mais pourquoi sur nos toits, ces tourelles, ces minarets, ces simili-clochers en bois taulé, pourquoi ces complications si peu décoratives? Le règlement de construction à Montréal n'est pas assez sévère. On permet les constructions d'à peu près n'importe quoi. La police défend les affiches qui pourraient choquer notre pudeur, mais on permet à des malfaiteurs d'art de prostituer les rues avec leur pendaison. Ces misérables ont le droit de rompre le goût de leurs concitoyens et de faire passer les Montréalais aux yeux des étrangers pour des gens sans culture artistique et au goût dépravé. Allô? Nos architectes ne sont heureusement pas blâmés, à part de rares exceptions, pour toutes ces horreurs. C'est ordinairement le propriétaire qui, dédaignant la simplicité, veut absolument avoir une maison à l'aspect riche. Et comme aucun règlement ne l'en empêche, il enjolive sa façade avec toutes les tôleries et tout le bois découpé qu'il peut trouver. Fernand Préfontaine, architecte et critique d'art, dans l'architecture à Montréal, dans la revue de grand prestige, le NIGOG, juin 1918. Aussi, devons-nous applaudir cordialement la campagne entreprise par Fernand Préfontaine contre la perversion architecturale qui s'étale au grand jour dans les rues de notre ville, les échelles de Jacob qui donnent accès à bon nombre de nos maisons, les donjons de fer-blanc dont on coiffe les pseudo-castels de nos ouvriers de faubourg sont d'un grotesque achevé. Signé Victor Morin, notaire et érudit,
Vous savez, le code Morin, là, c'est lui. Alors, il a au moins une chose de correcte à son acquis, ce bon code qui nous aide à faire nos réunions. Alors, malgré ces anathèmes de grincheux extrêmement distingués du début du XXe siècle, les corniches, parapets et fausses mansardes qui sont apparus avec la popularisation des toits plats dans les quartiers résidentiels de Montréal, et particulièrement dans le plateau, nous ont laissé un héritage, un paysage fantastique, témoignant d'un savoir-faire d'exceptionnels artisans du bois, du fer, de la fonte, de l'ardoise, de la brique. Alors, saurons-nous l'apprécier et surtout, saurons-nous la préserver? Je commence, en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous ces bâtiments. J'ai décidé, puis on verra si par la suite ou l'année prochaine je continue, j'ai décidé de commencer par le haut. Mais toutes nos maisons toutes leurs parties sont dignes d'attention. Mais j'avoue que on a fait, tous ces constructeurs anonymes ont concentré particulièrement sur les hauteurs, ce qu'on appelle le couronnement, donc ce qui termine l'élévation, la façade. C'est là que souvent on a concentré une certaine exubérance et des choses d'une incontestable beauté. Euh, donc, le couronnement, c'est ce qui termine et orne le sommet de la façade d'une maison. Et on trouve, particulièrement à Montréal, trois types que je vais vous présenter dans le cadre de cette conférence, c'est-à-dire la corniche, la fausse mansarde, le parapet, et qu'on retrouve avec des matériaux tels que la brique, la tôle, le bois, l'ardoise. Donc, le caractère de la façade est très souvent donc, magnifié par ces couronnements, mais il joue un rôle tout à fait pratique, et pas seulement, il y a des aspects qui sont purement décoratifs, mais le couronnement en lui-même est important parce qu'il protège des infiltrations et des intempéries. Tous les gens propriétaires ici le savent, quand la, les infiltrations par les corniches ou tout ça, en fait, ça vient sceller finalement le haut du bâtiment. Donc, on verra plus en détail tantôt les corniches, les fausses mansardes et les parapets. Mais regardons, avant qu'apparaissent ces débordements décriés par nos érudits là, du début du 20e siècle, regardons un peu qu'est-ce qu'on a avant ça et qui finalement est d'une simplicité tout aussi intéressante et remarquable. Alors au Québec et à Montréal, les toitures les plus anciennes sont celles qui sont à deux versants. Bon, versant simple, versant légèrement recourbé pour retenir la neige, avec l'armier, comme on dit, qu'on retrouve dans les campagnes, mais en fait qu'on retrouvait dans les la première urbanisation, si on peut dire, du plateau. Parce que si certains quartiers de Montréal ont été couverts de fermes, les terres qui se sont développées sur le plateau Mont-Royal n'avaient pas, il y avait très peu de bâtiments sur place, et à part une tannerie et quelques villas qui vont s'installer, on n'avait pas une architecture rurale extrêmement développée. Mais les premières maisons qui vont, par exemple, longer le chemin Saint-Laurent, vont être de ce type-là. On voit quelques images prises ici, par exemple, c'est Saint-Laurent, en fait, qu'on appelle sur cette image le chemin de Myland. Vers le sud, on est sur du Palais, l'actuel axe Saint-Joseph, puis on regarde vers le sud, alors on voit des maisons, certaines sont collées, mais la plupart
sont séparés et on accède à la cour arrière et aux bâtiments de chaque maison. Mais vous voyez aussi l'autre type de toiture qu'on appelle à la mansarde, avec donc 4 pentes, comme on voit sur la droite. Une autre image qui est prise de Saint-Laurent, mais là vers le nord, prise à peu près là où est le parc du Portugal, donc à Marianne. Et on voit là aussi une bâtisse un peu plus loin, là, avec un toit mansardé et des toits à 2 pentes, et celle du petit hôtel qui est juste là avec son larmier et ses lucarnes. Donc, c'est un peu On voit ici sur le chemin des Carrières, ici on est à Berry, au sud de Saint-Grégoire, le John Stone, qui est un peintre du début du 20e siècle, là, qui nous montre en fait ce qu'on voit ici en photo. Alors, si ces maisons ont disparu, celle dont on voit, ce qui est probablement, comme c'était un village de carriers, était probablement un entrepreneur de carrière. Elle existe toujours. Elle a perdu son toit mansardé, mais allez voir cette maison ou profiter d'une des visites que Gabriel, je ne sais pas où il est, Gabriel, fait dans l'ancien village Côte-Saint-Louis, où on voit ces bâtiments où le constructeur a mis toutes les connaissances, enfin, tous les savoir-faire d'un artisan carrier ou sculpteur. Et autour des fenêtres, on voit même de la passementerie, mais la passementerie en pierre. Donc, vous voyez le type de maison. Cherchez le décor, hein. On est dans la simplicité. Il n'y a même pas de sculpture ou de gossage de bois, là, même dans les entourages de fenêtres ou quoi que ce soit. Alors voilà, toutes ces maisons, on est vraiment sur l'ancien chemin des Carrières, avec sa partie Berry, là, avec... moi, j'ai connu la petite maison, certains d'entre vous peut-être ici, elle a été démolie. Alors voilà le type de toiture qu'on y trouvait. C'était la tôle qui était généralisée avec ses différentes formes à la canadienne, tôle à baguette, tôle profilée, tôle pincée, etc. Regardez ici sur la rue Coloniale. Regardez ici sur la rue Coloniale, donc des tôles à la canadienne, des magnifiques restaurations. On est ici juste au nord de Rachel, dans des maisons, et je le rappelle de manière insistante, je ne sais pas si ça va arriver à l'arrondissement, sans aucune protection. Donc, les propriétaires qui sont là ne peuvent même pas bénéficier de soutien particulier. Ils ne sont pas inscrits au plan d'urbanisme comme bâtiment exceptionnel, alors que c'est des bâtiments exceptionnels. Et il faut saluer les propriétaires qui non seulement ont restauré, mais ont restauré avec une authenticité et une qualité très, très intéressante. Alors, vous avez ici donc des rappels de ce qu'était. Mais regardez le décor. Le décor, il est en fait dans la somptuosité du savoir-faire des ferblantiers qui ont fait ces toits à la canadienne, là, donc tout à fait caractéristique de notre culture. On remonte vers la rue Berry, toujours dans l'ancien hameau des Carrières de l'ancien village Coteau-Saint-Louis. Et vous avez donc une maison qui est juste au nord de la... Puis là, excusez-moi, j'ai un trou, de la rue Lagarde, c'est ça? Et qui a une partie donc à toit à 2 pentes et larmier, et l'autre qui a en fait je pense que la mansarde n'est pas complète, c'est juste le terrasson et le brésis d'avant. Il n'y a pas d'arrière. Et cette maison, qui a longtemps été d'ailleurs la maison et le studio du grand cinéaste Arthur Lamotte, qui est une maison avec son brésis, donc c'est
la partie la plus pentue ici, qui ressemble quasiment à une fausse mansarde, mais c'est une vraie maison mansardée. Et là, c'est quatre, elle est magnifique. Mais vous voyez, la tôle mériterait. Ben, j'ai pas fait la recherche, il y avait trop de maisons à faire. Mais c'est des maisons euh, du début du 19e, mais on en construit des pareils au 18e aussi. Alors, avenue du Mont-Royal, à l'angle de Colonial. En fait, au moins trois de ces maisons, l'une a perdu son toit, mais vous avez ces maisons et le décor coloré qui est là est un décor bien sûr tout à fait contemporain. Euh, donc, la fameuse petite maison de la rue Lagarde, si vous allez la voir, là, elle est entièrement euh, empaquetée là, dans du bardeau d'aluminium. Il y a longtemps, là, j'étais d'une intolérance totale pour ça. Sauf que quand quelqu'un va s'attacher à enlever cette coquille-là, tout est préservé en dessus. J'en suis à peu près persuadé. Ceux qui, comme les membres de Mémoire du Myland, ont vu s'enlever sur certains bâtiments de grès rouge de l'avenue du Parc des insolentes couvertures de bardeaux d'aluminium. On a découvert en parfait état là, des façades recouvertes dans les années où on plaquait ces cochonneries. Donc, il y a sans doute une maison très authentique qui est en dessous. La petite maison magnifique près du parc du Portugal, juste à côté de la première des maisons achetées par Léonard Cohen, la petite maison de la rue Garneau, qui est maintenant démolie, et la magnifique maison quasiment la maison rurale là, de la rue Berry. Bon, le toit mansardé va permettre de libérer l'espace. Souvent, l'espace de la maison à deux pentes était un espace, en fait, très peu utilisable en grenier ou en chambre, où on se cognait un peu la tête. La maison mansardée va libérer de l'espace et va donner une possibilité plus intéressante. Alors, on voit ici le mode de construction. Merci, Jules, de nous avoir. On a ici l'auteur du livre dans lequel on trouve ces fabuleuses vues éclatées des systèmes de construction de nos maisons. Alors, on voit ici une maison avec son système de charpente. Mais là encore, vous voyez, c'est pas juste le dessinateur qui a simplifié le dessin. Il n'y avait que très peu de décors. Parfois, les linteaux, c'est-à-dire le morceau de bois inséré dans la brique au-dessus des fenêtres ou des portes, qui avait des petites moulures. Parfois aussi le devant là, de pignon où il y avait quelques éléments, mais on n'est pas très dans l'exubérance, mais on est plutôt dans la simplicité et la noblesse des formes. J'ai pris cette photo il y a longtemps sur la rue Henri-Julien de ces deux maisons, en fait, ces trois sections d'une maison à toit mansardé qui a salement brûlé. La partie la plus au sud, on est juste au sud de Saint-Joseph, a finalement été détruite et il y a eu une superbe rénovation qui a été faite de la partie la plus au nord en respectant le style. Vous voyez, à l'époque, finalement, c'était du bardeau d'asphalte. Là, on a mis bien la tôle probablement qui était là à l'origine. D'autres maisons qu'on remarque peu, mais qui sont encore quelques maisons euh, euh, à toit mansardé, avec toit de tôle à baguette, toit de tôle pincé ici, ou non, pas à baguette, à la canadienne ou à baguette là-bas. Tout ça sur de Bullion, juste au sud de Marianne. Donc, décor de maison minimaliste qui se concentre sur des boiseries, portes, linteaux, corniches, lucarnes. Et en fait, c'est l'abandon de ces toits
qui va amener l'exubérance des couronnements. Oui, mais elle ressemble à... Mais oui, mais euh, au 19e siècle, on trouve des maisons qui sont construites de la même façon qu'au 18e et parfois même au 17e. On ne peut pas dans ces périodes où les méthodes de construction changeaient très lentement, euh, on va continuer, même quand des innovations sont arrivées, certaines maisons vont continuer à se construire comme elles l'étaient un siècle, 2 siècles, 3 siècles avant. Et c'est beaucoup plus tard que tout va s'accélérer et que même on va tout détruire, ce qui avait été fait avant. L'apparition du toit plat. Alors, toit plat ou toit à bassin, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment des toits plats. Si vous avez été sur un toit, vous savez qu'il n'est pas plat, et heureusement, mais il n'a pas toujours été comme ça. Donc, c'est la découverte de produits dérivés du pétrole, comme le goudron, qui va entraîner l'apparition de toits à faible pente dont on peut assurer l'étanchéité. C'est fait de rouleaux de feutre qui sont imbibés de goudron et ils sont disposés en multicouches croisées et ils constituent donc une certaine étanchéité, ensuite recouverts de gravier. Et il y a une légère déclinaison, du moins, enfin au départ, il y avait une pente en fait qui allait vers l'arrière et vers une gouttière, mais à un moment donné, et je pense avoir trouvé qui en est l'inventeur, un drain central. Sa charpente, son avantage, c'est que cette charpente est économique, de simples poutres de bois, de dimensions plus modestes que les grosses pièces des charpentes des toits à 2 versants. Ça réduit le temps d'érection aussi de la charpente, ça facilite sa construction. Et la surface est plus réduite là, qu'une surface, par exemple, les 4 versants d'un toit mansardé, par exemple. Et surtout, ça permet de mieux gérer le traitement de la pluie et de la neige. Imaginez donc, on a une étanchéité due au goudron et au gravier, et la faible pente mène vers un drain qui, lui, descend à travers de la maison chauffée. Ça veut dire que l'eau qui, soit l'eau de pluie, soit l'eau de la neige qui fond au contact du toit, où il y a une certaine chaleur qui monte, va descendre dans un tuyau qui, à moins que la maison soit abandonnée, est chauffé. Donc, ça ne gèlera pas et ça va à l'égout. Avec l'apparition des égouts dans la ville, on va avoir réglé la question cruciale et qui est dans la tête de tout le monde, des accidents, parfois mortels, de ces chutes de glace qui empalent littéralement les gens quand ils marchent sur le trottoir. Et c'est là que j'ai vu, je ne suis pas capable de vous dire si c'était vraiment une bonne raison, mais Luc Nopen, qui s'occupe beaucoup de patrimoine, a, a- a eu connaissance d'une réglementation à Québec, peut-être a-t-elle existé aussi à Montréal, qui municipalisait les trottoirs tout en rendant les propriétaires des immeubles riverains responsables des accidents aux passants causés par les chutes de glace et de neige. Et on dit qu'à Québec, ça a provoqué presque immédiatement avec bien sûr la popularisation et la connaissance de la façon de faire des toits plats, un abandon des autres types de toits. Et on pense qu'à Montréal, ça a pu se faire de la même façon. J'ai trouvé ici un texte de 1864, on ne va pas le lire, mais qui raconte que finalement, le toit plat, le type de couverture qui permet le toit plat, a été introduit pour la première fois il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire vers 1854, enfin au milieu des années 1850, que c'était un producteur de Boston. Et bon, il y a eu une succession de propriétaires et qui donc ont implanté progressivement, mais avec des milliers d'endroits. Donc,
Et là, il reprend les éléments que je disais tantôt. Le coût euh, par surface est beaucoup moins élevé, ça évite le danger de la neige. Et il introduit quelque chose qui m'a surpris, qu'il est parfaitement résistant au feu, étanche bien sûr, durabilité, efficacité et à résister à l'épreuve du climat. Ce que j'ai trouvé aussi alors, ça je pense c'est dans un texte de David Adna, qui s'occupe beaucoup de patrimoine aussi, qu'il a été utilisé en 1855 pour la première fois dans une de ces terraces. Les terraces, il n'en reste plus à Montréal, ou presque. Encore qu'il y en a 3 dans le plateau, des petites. Euh, le centre-ville est ce qu'on va appeler le New Town. C'est-à-dire cette ville qui va se créer au pied du Mont-Royal, en dessous de la rue Sherbrooke, là où étaient les grands jardins des grandes propriétés que finalement la haute bourgeoisie va lotir pour accueillir la moyenne bourgeoisie ou la classe moyenne supérieure dans des bâtiments qu'on veut ressembler à des petits palais, mais qui en fait sont des maisons individuelles assez grandes quand même, de 4 étages, hein, avec des dépendances à l'arrière. Donc ça donne l'idée tu as l'impression de rentrer à Buckingham Palace, mais tu en as juste une section, mettons. Mais tu as quand même peut-être 6 ou 7 domestiques, là, y compris ton cocher avec l'écurie à l'arrière, les cuisinières, etc. Et donc, le Wellington Terrace, je n'ai pas trouvé d'image, mais l'année suivante, non, en 1860, le Prison Wells Terrace, dont qui est bien documenté en termes de photos, là où est l'université McGill, là, va être construit avec un toit qui serait le deuxième toit plat. Alors, je trouve ça intéressant, c'est que comme la ruelle qui va être créée pour desservir ce genre de maison, ce qui n'est pas question de faire rentrer les fournisseurs ou les domestiques par la porte principale, mais la ruelle va être adoptée par la suite dans les quartiers ouvriers, enfin les quartiers populaires, pas pour faire rentrer les domestiques, mais pour les fournitures charbon, etc., mais aussi pour prendre à revers les incendies, donc pouvoir les attaquer des 2 côtés. Le toit plat va se populariser, va sortir finalement des lieux de la bourgeoisie. Alors, vous voyez le toit plat, là, j'ai trouvé une image où on voit le Prince of Wales Terrace avec son toit plat. Ça m'a surpris et j'étais très content de tomber là-dessus et merci à Gabriel. C'est dans ton texte sur la construction en bois. C'est un article que tu as écrit pour une revue. Tu parlais de James Shearer et en allant sur sa biographie, j'ai vu qu'il est crédité de l'invention, non pas du toit plat, mais du drain central qui va rendre le toit plat la meilleure invention après le pain tranché. Et c'est l'hôtel Windsor qui, en 1877, va être le premier bâtiment de Montréal à être doté non seulement d'un toit plat, mais d'un toit avec un drain central. Oui, mais pas en totalité. Il a perdu dans toute cette partie-là. Et c'est la partie plus récente. Je ne peux pas vous dire les dates et les architectes et tout ça, mais qui existe un peu plus. On n'est plus au coin de. Il est toujours sur pile, mais il ne va pas jusqu'au coin d'Orchester, devenu René Lévesque. Maintenant, c'est une immense tour qui est là. Bon. Alors, par ses avantages économiques, constructifs, sécuritaires, le toit plat va rapidement se substituer aux autres formes plus anciennes de toiture, des maisons bourgeoises jusqu'aux maisons ouvrières. C'est un dessin que je trouve magnifique. C'est David Anna dans l'Atlas historique du Canada qui a fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve? On se trouve avec les maisons ouvrières.
qu'on retrouve par exemple sur les rues Henri-Julien, Berry, beaucoup dans le quartier Centre-Sud, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, etc. Donc, toit plat et avec une corniche débordante. La maison à toit plat, mais qu'on affuble d'une fausse mansarde. Alors, vous voyez, en fait, c'est un bâtiment euh, ici à 3 étages. Et on met simplement, finalement, c'est un décor de théâtre, là. On, on met le brésis, là, la partie la plus pentue d'un toit mansardé, euh, on le garde, mais derrière, là, c'est le toit, c'est le mur qui monte. Il y a parfois des exceptions, je vais peut-être en parler tantôt. Alors voilà, sur un dessin d'époque, là, c'est un plan d'architecte dans les années 1910 à peu près. On voit donc une coupe. Alors, vous voyez très bien en rouge, c'est le toit. En pointillé, c'est le drain là, qui descend vers l'égout. Et vous voyez qu'on va mettre comme décor devant, ici c'est un parapet, donc qui domine, qui s'élève par rapport on le voit sur une photo par exemple, qui s'élève par rapport au toit. Et il y a même une corniche. Enfin, on va revoir ça en détail tantôt. Donc, pour ces avantages, le toit plat va se substituer aux autres formes de toiture. Et là, je cherchais, parce que je n'ai pas vu beaucoup j'étais un petit peu frustré dans certaines recherches de ne pas trouver d'études particulières sur l'apparition, les inspirations de ces couronnements tout à fait particuliers. Mais Luc Noppen, toujours dans la même étude qu'il a fait à Québec, euh, où là aussi il y a des couronnements absolument extraordinaires dans le quartier Saint-Roch, par exemple, ou dans le quartier, nous dit que la disparition des toits de tôle faisant craindre à tous ces artisans de grands savoirs, de grandes compétences, les a forcés à une reconversion. Et cette reconversion s'est faite non pas parce que ce n'est pas eux qui allaient faire le toit de feutre, de goudron et de gravier, ce n'est pas d'affaire Blanterie, ça. Ils vont donc se lancer, aidés en cela par la popularisation de catalogues de compagnies euh, américaines en particulier, vendant soit des plans, soit des modèles, etc. Euh, donc, ils vont se lancer dans des propositions de formes décoratives, donc nullement fonctionnelles, comme était leur fameux toit à baguette ou à la canadienne et tout ça, mais entièrement tournées vers l'esthétisme, où la partie protection du mur est réduite à sa plus simple expression. Enfin, il y a une partie protection, mais il y a une partie, comme disait notre grincheux, là, faire riche, là, à l'aspect riche. Oui, à l'aspect riche, parce que on n'est pas né pour un petit pain, puis même si on n'est pas comme les gens du 1000 carrés dorés, etc., on veut que notre rue resplendisse et on veut un décor. Alors, je vous ai mis ici quelques éléments de la typologie. On a bien sûr ce duplex ouvrier où tout le décor se charge sur la corniche, une corniche extrêmement simple, mais il y a aussi les maisonnettes. Vous verrez, on en a pas mal dans le quartier. Le duplex, alors la maisonnette n'a qu'une entrée parce que c'est deux pleins étages et puis parfois un soubassement qui peut être aussi entièrement aménagé, plus ou moins élevé. Il y a le duplex, c'est souvent d'ailleurs des maisons à peu près de la même taille, mais qui, eux, ont deux logements superposés. Et le triplex qui va un peu plus tard, là, vraiment couvrir une grande partie
non seulement du quartier, mais aussi de Montréal. Alors, on va commencer par ce que je vous avais présenté, ceux qui ont assisté à ma conférence sur Gustave Drolet, les maisonnettes en rangée à toit plat et à fausse mansarde, construites entre 1873 et 1874. Moi, j'ai bien l'impression qu'on est dans les premiers toits plats, du moins sur le plateau, parce qu'à l'époque, en fait, c'est un ensemble de 1600 lots. Donc, 1600 bâtisses vont être construites dans les années qui vont suivre. Et à l'époque, seuls les environs du boulevard Saint-Laurent sont construits. Puis c'est des bâtisses comme celles que vous avez vues tantôt. Je vous ai montré des bâtisses de 1880, 1870. Donc, on est des maisons qui sont toutes séparées. Il en reste trois d'ailleurs sur le boulevard Saint-Laurent. Euh, et qui sont séparées, qui sont à toit à deux pentes ou à toit mansardé. Alors, voilà ces maisons. Et j'imagine aussi, c'est un toit plat, mais un toit plat qui, depuis, il y a un drain central, mais à l'époque, devait s'écouler vers l'arrière. Alors, voilà le vocabulaire, on commence à décorer. Alors, c'est l'idée du cottage. On est au milieu d'une zone qui était un marécage. Le plateau a été assaini, a été nivelé. La rue Saint-Denis qui s'arrêtait à l'avenue des Pins, là, au Sourd de Muette, a été prolongée. Ce groupe de promoteurs, Drolet, Rivard, Laurent et David, ont fait donc du nivellement, du traçage de rue, ont asséché donc ces zones, ces swamps là, et ont construit des maisonnettes pour attirer, avec la belle vue puis le bon air, une population de col blanc. Donc, on a des maisons extrêmement simples, mais on donne un petit look. Bon, là, on est vous savez, alors, cette dentelle là qu'on met le long on appelle ça des lambrequins. On a des petites lucarnes. On décore avec ce qu'on appelle un épi. Mais pas juste un épi, mais on met des petites volutes de chaque côté. Alors ça, c'est fait. Il y avait toute une rangée d'une cinquantaine de maisons. Alors, c'est fait par des artisans. Et c'est là ma frustration dans la recherche que j'ai faite, c'est que je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé d'études là-dessus. Quels étaient ces ateliers? Est-ce que c'était des petits artisans qui ont fait ça? Parce qu'il y avait plusieurs modèles. Moi, je soupçonne que c'est des modèles qui ont été copiés sur des catalogues qui commençaient à apparaître dans les années 1870. Catalogues d'ici ou catalogues américains. Euh, En tout cas, Gabriel, dans son article, parlait justement de ces, euh, de ces catalogues et euh, même des fournisseurs américains qui envoyaient quasiment des maisons en kit dans toute l'Amérique du Nord, y compris au Canada. Là, ce n'est pas le cas. On voit aussi des corniches. La corniche n'est pas juste du bois avec quelques moulures, mais aussi on y introduit des denticules, vous voyez, ces petits blocs. Donc ça, c'est pas gossé, là. C'est des petits blocs qu'on vient clouer un par un pour donner une allure plus riche. Alors, c'est là l'exception. C'est que dans ce cas-là, c'est que j'ai habité là, pas dans cette maison, mais dans une maison un peu à côté. Et c'est d'ailleurs la première maison que j'ai habitée en arrivant à Montréal il y a 50 ans, la deuxième maison. Et le mur de ma chambre était incliné. Mais il n'y avait pas de toit mansardé. Euh, il y avait une inclinaison, c'est-à-dire que le brésis ici correspondait effectivement à une inclinaison à l'arrière. Mais c'est tout. Après, c'était un toit en fait en pente. Enfin, j'attends l'étudiant en histoire ou en architecture là, qui va faire une thèse en travaillant là, sérieusement sur les documents de base, sur les bons de commande, sur puis les lieux, où est-ce que c'était? Est-ce que c'était des grands ateliers ou est-ce qu'on distribuait ça à des petits artisans qui se mettaient avec quelques apprentis pour découper tous ces trucs? Hmm, je suis désolé, mais j'en sais rien. Alors,
c'est à poursuivre. Encore un magnifique dessin de un- une vue éclatée là, de notre ami Jules, qui était avec nous aujourd'hui, de ces cottages-là en rangée. Donc, vous voyez, c'est des maisons individuelles là, sur 3 étages, avec ces toits plats. Et ici, le brisy qui est en tôle encore ici. Alors, voilà ces maisonnettes. On en voit ici sur la rue Laval, qui ont été construites probablement très peu de temps. Les maisons que je vous ai montrées sur la rue Drolet, c'était les maisons modèles construites par Drolet lui-même, par les promoteurs comme appel. Puis ça, c'est les maisons qui seront construites sur leur lot. Moi, j'ai l'impression que l'architecte Laurent, Michel Laurent, faisait partie des 4 promoteurs, il a été pour beaucoup dans certaines de ces maisons-là. Mais il y en a d'autres, comme ici sur Debulion ou sur Saint-Dominique. Donc, c'est des maisonnettes, c'est des maisons individuelles, mais en rangée. Alors, donc voilà, euh, le Plex va apparaître par la suite, c'est-à-dire des maisons dans lesquelles on trouve plusieurs logements superposés. Bon, c'est une photographie des maquettes que j'ai conçues ici. Et vous voyez d'ailleurs le toit plat que je n'ai pas pu représenter là, parce que c'est déjà compliqué, avec, avec le drain ici. Mais vous voyez la terrasse que ça forme. En fait, vous êtes presque tous, je pense, montés déjà sur un toit à Montréal. Et donc, on voit ça. Et on voit donc ici, comme sur le triplex, le parapet qui est en fait la prolongation du mur de façade et qu'on va décorer de toutes sortes de façons. Alors que la maison précédente, le, le- le duplex ouvrier, lui, tout son décor se concentre sur une corniche qui est ornée, que je vais vous montrer si je finis par arriver à ce point-là, parce que je ne sais pas où on est rendu de notre horaire, mais il y a déjà 1 heure de passé et ça n'a pas de bon sens, je suis juste au début. Alors voilà ce logement ouvrier avec un dessin enfin, de constructeur d'époque. Et vous voyez que tout se concentre. D'ailleurs, vous voyez la maison qui m'a inspiré pour le duplex, là. C'est sur la rue Hôtel de Ville. Donc, on voit que la corniche est plus ou moins grande et le triplex avec son toit plat et son parapet aussi qui va obtenir un décor un peu plus tard. Alors, allons-y pour les corniches. Un peu de vocabulaire, mais vraiment, là, si vous vous en souvenez pas, ça n'a ça a aucune importance, mais il y a tout ce qui est là, les denticules, les mordillons. J'ai bien du mal, moi, à me souvenir quand j'en regarde une. C'est un mordillon, c'est une denticule. Euh, Console. J'ai même pas mis corbeau parce que dans les définitions que j'ai vues, corbeau et console, là, ça avait l'air tellement la même chose. Bref, voilà. Alors, ce qui est intéressant et ce que je vous offre dans cette conférence, c'est de vous rincer l'œil avant d'aller vous-même le faire par la suite. Alors, attention aux crottes de chien, là, vous allez marcher dedans continuellement parce que vous ne pourrez plus regarder même votre téléphone après cette conférence. Vous allez avoir le nez en l'air tout le temps. Alors, regardez ce qu'on voit. On voit effectivement ces éléments, ces moulures. On est ici dans le bois. Ces frises avec toutes sortes d'inspirations de plantes, ces petites languettes comme des pétales et qu'on retrouve. Euh, alors là aussi, quand vous voyez cette frise avec ces évidements-là, mais on les retrouve en milliers d'exemplaires juste sur des bouts de rue là, du plateau. Euh, Ça a été probablement fait avant qu'il y ait l'électricité. Donc, on est dans des façons de découper ces trucs-là en série et toutes pareilles. Je veux une explication. Je veux savoir comment ça se faisait. Peut-être que ça se faisait sur une longue période avec des gens qui te sciaient ça. J'ai trouvé sur Internet des machines qui ressemblent à des machines à coudre où on voit
la petite scie là, qui est actionnée. Mais je me dis, pour en produire des milliers, là, ben, il y a toute une organisation que je ne connais pas. Ah, non, je ne sais pas. Est-ce qu'on sait du pain, donc des résineux? Alors voilà, je me suis aperçu, parfois je me suis trompé, parce qu'il y a certaines fois c'est du métal, mais ça ne se voit pas toujours. Bon, on va aller un peu plus vite là. J'adore celle-là, ça c'est rue Hôtel de Ville, il y a une euh, entre Despins et Sherbrooke qui est absolument magnifique. Regardez celle-là, c'est d'une simplicité, mais regardez ces détails. Et quand vous voyez que c'est pas entretenu et que ça va être arraché, remplacé par des espèces de trucs en aluminium, là, ça n'a pas de sens. Alors, celle-ci en haut à droite, c'est un composé de corniche en bois, mais de parapet en métal qui, comme vous voyez, est en train de rouiller tellement que... Vous imaginez le propriétaire là, demandant à un ferblantier de lui refaire ce parapet-là? D'abord, je ne suis pas sûr qu'il va trouver quelqu'un pour le refaire. Et s'il trouve quelqu'un, combien ça va coûter? Ça va coûter le prix de sa maison. Alors qu'un coup de peinture aux 2 ans, là. En fait, comme dit mon ami Dinou Boumbaru d'Héritage Montréal, il y a 3 choses qu'il faut faire. Entretenir, entretenir, entretenir. Là, on n'a pas besoin d'un nouvel artisan, là. Bien, je charrie un peu parce qu'effectivement, il y aura toujours besoin à un moment donné, parce que même quand on entretient, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Donc là, j'accélère parce que, mais regardez toutes ces formes extraordinaires avec des bois découpés et collés ou cloués par la suite. Euh, la corniche de briques. Alors là, on prolonge, donc c'est le mur de briques et il y a un solin qui fait l'étanchéité en haut, qui est en métal, mais vous voyez une tôle. Et ensuite, on appelle ça un appareillage de briques, où là, tout est permis, là, toute l'imagination va travailler à la fois avec la couleur de la brique et avec les formes. Regardez cette beauté. J'adore celle en haut à droite, là. Et regardez ça, le jeu avec les couleurs. Oui, tout, pas à Montréal, dans le plateau. Tout est dans le plateau. Il y a peut-être une ou deux qui s'est glissée là. En révisant, après, j'ai vu qu'il y avait une ou deux photos qui n'ont pas été prises dans le plateau, mais mettons dans le centre-sud, on n'est pas loin. Regardez cette marqueterie sur Saint-Denis. Avez-vous déjà remarqué ça? Moi, je l'ai découvert quand je faisais des photos pour le dictionnaire historique du plateau. Je tombais dessus, Saint-Denis, légèrement au-dessus de Mont-Royal. Et celle-là, mais ça, je vais vous montrer l'ensemble, presque l'ensemble du bâtiment. C'est une des 3 terraces que nous avons sur le plateau. C'est sur Saint-Denis, juste au sud de Rachel. Alors, je vous rappelle, une terrace, c'est un ensemble de logements séparés, mais qui forment un ensemble qui ressemble à comme une énorme maison. Vous allez la voir tantôt. C'est le grand architecte Joseph Venn qui l'a conçu. Et regardez cette marqueterie de... On dirait qu'il a justement, il a pris un catalogue de, de motifs, il les a toutes mis sur sa façade. Joseph Venn, c'est lui qui a conçu la façade, ben, plus que la façade, l'agrandissement de l'église Saint-Enfant-Jésus du Maryland. Vous savez, ce gâteau de mariage avec toute sa crème fouettée décorative absolument extraordinaire. Bon, on avance. Je me suis souvent posé des questions parce qu'on est sur Laurier, à côté du métro Laurier. On n'est pas du tout dans le quartier juif. Et je pense, c'est comme on retrouve aussi des swastikas qui sont en fait des symboles de longévité. Et ça, c'est une façon de faire des étoiles. Je suis à peu près sûr que c'est pas lié à la population juive, à moins que, mais ça fait partie d'un des décors. Et juste à côté, il y a le bon vieux castor canadien. La corniche en tôle,
Donc, assez élaborées, produites en atelier. Elles sont plus répandues à la fin du 19e que les corniches de bois. Effectivement, elles paraissent plus faciles à conserver, sauf que quand elles ne sont pas entretenues, c'est toutes les parties aux endroits de soudure, là, ça finit par laisser passer l'humidité. Alors, allons-y. Ça, c'est tout sur l'avenue du Mont-Royal, y compris une qui n'a pas été entretenue et, et d'autres qui ont été très bien rénovées et entretenues. Ah, regardez, ça, c'est les deux là qui sont énormes, là, ces deux corniches. C'est un bâtiment qui est au coin de Saint-Laurent et Maguire. Maguire, c'est ça. C'est une des corniches les plus spectaculaires de Montréal pour un édifice résidentiel avec un rez-de-chaussée commercial. Et je n'ai pas vu. Oh, ben ça, je dirais 1895, un peu avant 1900. À l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a maintenant qui sont capables de faire aussi belles choses. C'était pas. Oui, oui. Mais on décidait qu'une maison méritait, surtout sur un boulevard qu'on voulait prestigieux, méritait d'avoir un coût. Je me souviens plus, là, c'était en tout cas, c'était un commerçant connu on est ici dans Saint-Louis du Maryland, enfin non, c'est déjà la ville Saint-Louis. Et c'était une question aussi de prestige pour ce commerçant qui avait son commerce en bas, d'avoir cette corniche non seulement débordante, mais débordante en termes physiques, mais débordante de prestige et de savoir-faire. Regardez la délicatesse. Ah, il manque une denticule. Deux! Ah, ça, c'est sur Saint-Urbain. Regardez cette corniche. Et les corniches et parapets, corniches en bois, parapets, là je les ai mis, mais en fait c'est des parapets, mais qui sont ajourés, et vous voyez, hein, certaines sont rouillées, ça n'a pas de bon sens. Ah, rue Chérier. Je ne sais pas où les mettre. C'est-tu des parapets ou des corniches? C'est des corniches délirantes, hein, on va dire, délirantes. On est dans le délire total. Et heureusement, la plupart, alors, vous avez vous voyez aussi les variantes, pas juste de couleurs et tout ça, mais regardez le détail. Alors, euh, on a toutes sortes d'éléments là, qui sont conçus séparément, qui sont attachés par la suite. Euh, Regardez, il y a un morceau de gris, ici, il y a des feuilles là, qui ont été gossées, martelées et ensuite placées, etc. Vous imaginez qu'abandonner ça sans un entretien régulier, la perte euh, incroyable que ça serait. Oups. Bon, d'autres, ça c'est Saint-Hubert, Chérier. Bon, la mode des créneaux, là, euh, on en trouve pas mal dans le quartier. Mais regardez ça. Ça, c'est sur Villeneuve, presque au coin de Saint-Laurent. Bon, la fausse mansarde. Euh, Regardez, je vous ai mis une photo. Vous allez voir tantôt la photo en entier. On est ici, donc fausse mansarde en tôle. Regardez un angle de rue avec cette tourelle d'angle. Et regardez ces fenêtres qui vont être traitées quasiment comme des loggias, avec par-dessus ce qu'on appelle un toit à pavillon. Toit à pavillon, c'est 4 faces. Ça peut être pointu ou ça peut s'arrêter avec une petite terrasse et une petite corniche en haut. Alors, on a ici un exemple
on est au coin de Désérable et Rachel, dans un quartier là, dans lequel, oui, il y a quelques gens riches, mais ils sont sur de l'ormier, là. Ils ne sont pas sur des érables. On a donc ici essentiellement des locataires, mais à qui on donne un espace. Donc, les fausses mansardes sont recouvertes dans certains cas de tôle, mais surtout de tuiles, d'ardoises. On verra tantôt toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Voilà. Alors, voilà la rue des Érables. J'aurais dû prendre la photo d'en haut, la photo l'hiver, là, pour qu'on voit les façades. Il n'y a plus rien. Plus rien. Tous les balcons ont été arrachés. La plupart des escaliers ont été remplacés par des cochonneries. Et regardez, en fait, bon, la maison d'angle, n'en parlons pas, mais regardez la maison juste après. Il y a même plus de ils n'ont même pas remplacé par une corniche quelconque. Là, c'est un solin, point. Il n'y a plus rien. Alors, il me semble il y a eu une période, et tout ça a été permis par la ville. Ça a été fait dans les années, ça a été scrappé dans les années quoi, 50, 60, 70 avec la bénédiction de gens à la ville qui n'aimaient pas Montréal. Alors, venez pas me dire que l'administration Drapeau aimait Montréal, hein. Voilà. Alors voilà, j'ai réuni quelques images où on voit justement ce traitement que je trouve extraordinaire, ce traitement des fenêtres, des fenêtres encastrées dans la fausse mansarde, traitées comme des sortes de loggia. Vous savez, on s'apprête à voir Juliette qui apparaît avec Roméo en dessous, ou Roxane et, et Cyrano, celle qui est magnifique, rue Chérier, près de Saint-Hubert, la maison, rue Chérier aussi là-bas. Ici, Saint-Denis, qui a été une maison qui appartenait à des deux frères Saint-Louis, des grands entrepreneurs du quartier, qui ont donné leur nom d'ailleurs au square Saint-Louis. En fait, j'ai lu quelque part, puis j'arrive pas à me souvenir où. Ça avait l'air d'être quelqu'un de plus savant que moi, qui disait que, en ayant gratté, effectivement, on s'apercevait que la couleur existait quand même au fin 19e et début 20e, mais le petit gris, là, puis le vert, le vert jalousie, puis le gris escalier, il a été souvent utilisé. Mais il semble que certaines maisons s'essayaient déjà la couleur. Là, je regarde les spécialistes, je ne sais pas si vous avez des renseignements là-dessus. En fait, il faudrait tomber sur quelqu'un qui ici a rénové une maison, puis a gratté toutes les couches de peinture et a découvert que la première était déjà une peinture colorée, ce que je n'ai pas fait. Alors là, on a, bon, ça c'est le grand festival, festival de l'ardoise, avec, vous voyez déjà trois couleurs, tout en haut, un léger vert, et bien sûr le rouge rosé et la grise qui parfois tire sur le violet. Vous avez la grille fêtière, qui est dans ce cas-là de la fonte. La fonte est magnifique, là. Vous avez des moules, vous coulez votre fonte, là. Le problème, c'est que ça casse. Donc, il faut toujours qu'elle soit bien, parce que si elle tombe, là, probablement qu'elle est plus récupérable ou elle va éclater en petits morceaux comme du verre. C'est pour ça que beaucoup de choses en fonte qui permettaient de manière très peu, enfin, de manière bon marché, parce qu'un moule pouvait servir, j'allais dire 1000 fois, j'en sais rien, alors que de gosser du fer forgé, là, ben, pour arriver à des détails comme ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, mais par contre, c'est ça, tous les balcons étaient remplacés par du fer forgé à un moment donné. On finit par trouver ça beau, le fer forgé, mais quand on a vu la fonte que ça a remplacé,
parce qu'on ne l'a pas entretenu, ça fait regretter la faune. Regardez les corniches, c'est fabuleux. Oui, j'en parle tantôt, si j'y arrive. Là, c'est une photo, j'ai un spot. Et j'y vais tout le temps, j'ai pris des dizaines de photos. C'est juste au coin de Prince-Arthur et de Laval, pas loin de la Maison des Écrivains, enfin à l'entrée de la rue Prince-Arthur. Puis là, il y a une espèce de banc, je me mets sur le banc. Puis là, avec le zoom de ma petite caméra, j'attrape une maison d'angle du square Saint-Louis, puis le dôme de la chapelle des sourds-muets, des sourdes-muettes. Bon, d'autres maisons. Bonne nouvelle, c'est une vieille photo qui est en haut à gauche. Regardez cette toiture magnifique. Elle était en décomposition ici. Et maintenant, elle a été restaurée magnifiquement. Vous pouvez aller la voir, c'est sur Saint-Denis, juste au sud de Rachel. Regardez la géométrie de cette toiture, toiture à pavillon, mais aussi avec sa base, avec ses écailles de poisson, mais je vais vous en montrer une encore plus extraordinaire tantôt. Alors, ces alignements là, avec ces toits pavillons là, qui scandent, et regardez le détail du travail du fronton, et puis le petit détail aussi de coloration et de forme des ardoises. Regardez comme c'est délicat. On est ici sur, je pense, Henri-Julien, près du square Saint-Louis. C'est très simple. Regardez en haut à gauche. Regardez cette petite feuille sculptée là, qui vient à côté des... En tout cas, trop beau. Regardez, trois sortes, enfin quasiment quatre sortes de formes. Vous avez l'ardoise bien straight, l'ardoise en écaille de poisson, mais qui, combinée avec, je vais vous montrer tantôt un dessin, comment on faisait ça, avec les losanges, devient comme une espèce de goutte. On est quand même dans le sublime, là. Et regardez ça. Square Saint-Louis. La maison, regardez ce dôme avec... On dirait que le chapeau a glissé, mais non, c'était comme ça. Ça, c'était la maison de Gérald Godin et de Pauline Julien et de mon ami Pascal. Regardez ça, ça vous la connaissez? Rue du Parc-la-Fontaine, presque à l'angle de Rachel. C'est la deuxième maison, je pense. Mais regardez le détail. Ben, la corniche, non, la corniche est en tôle aussi. Par contre, vous voyez que l'ardoise a foutu le camp et puis c'est un bardeau. Et vous voyez l'épi, là, probablement, je ne sais pas si s'en servait pour mettre un drapeau. Et à côté de l'épi, sur une autre partie du toit, il y a ce qu'on appelle un fleuron que je vais vous montrer tantôt. On en voit d'ailleurs des fleurons, des grilles fêtières. Bon, les grilles fêtières, c'est purement décoratif, c'est magnifique. Regardez celle-ci, là, au Square Saint-Louis. Puis là, cet hiver, là, j'ai trouvé, il y avait un avion en réaction qui est passé, là, je me suis amusé. Alors, OVNI au Square Saint-Louis. Regardez ça! Alors ça, c'est de la fonte. Fabriquée ici, bien sûr, mais sur des modèles dessinés soit par des gens d'ici, soit inspirés de catalogues. Mais par contre, je n'ai pas trouvé des catalogues. J'ai trouvé par contre sur Internet des catalogues
un jour, je vous ferai peut-être une conférence sur les vitraux, mais il y a peut-être des gens qui sont plus à même que moi de commenter les vitraux. J'ai retrouvé plein de vitraux, de modèles de vitraux euh, du plateau Mont-Royal euh, dans ces catalogues américains, là, euh, des grappes de fruits, des moulins à vent, toutes sortes de trucs qu'on retrouve ici. Regardez ça comme c'est. Puis ils sont très différents. Bon, alors ce qu'on appelait les fleurons, ben, pourquoi fleurons? Vous voyez, ça ressemble à des fleurs. Alors ça, on est plus, il y a de la fonte, bien sûr, mais on est aussi pas mal dans le fer forgé dans certains cas. Vous voyez, le troisième, quatrième, fer forgé, en bas, fer forgé, fonte, fonte. Quand c'est plat, là, c'est de la fonte, ben, souvent. Là, c'est un peu un mélange parce que vous avez le deuxième, ça c'est dans Milton Park. Le deuxième, j'appellerais ça plutôt un pinacle, l'espèce de fusée, là. Les épis, là, qui sont magnifiques. Et regardez le dernier en haut comme une espèce de rien. Là, j'allais dire une lyre, mais non, c'est une invention pure et simple, oui. Bon, cette maison-là, là, ça fait 30 ans ou plus que je vais la voir régulièrement. C'est sur de Bullion. Et je vois cette déchéance. Euh, Regardez la géométrie. Bon, d'abord, ce que les menuisiers ont fait pour transformer une base carrée en comment on appelle ça? Un cône, en un cône. Et regardez ce travail de ferblanterie fait donc avec ces écailles. Et je vois là depuis 20 ou 30 ans, il se dégrade. En faisant j'aurais dû vous mettre des photos des premières fois que je l'ai pris en photo, où c'était encore intact. Oui, ben c'est de la tôle, mais c'est ça, ça doit être, dès qu'il y a un peu de rouille, je pense que c'est de Bullion, mais je ne suis pas sûr. Oui, je pense que c'est de Bullion, au nord de Mont-Royal. Donc, je suis complètement flabbergasté par la géométrie. Là, c'est un objet d'une très, très grande beauté. Son traitement là, avec ses écailles, c'est incroyable. Et ce qu'on en a fait par négligence, ah, il n'existe pas de règlement de crime, enfin dans le code pénal, le crime de non-assistance à patrimoine en danger. Ça n'existe pas. Alors regardez toutes ces déclinaisons de l'écaille, l'écaille bien sûr très, très poisson, là, ou l'écaille, je dirais, dragon. Le petit dôme là c'est quoi? C'est le vétérinaire là, ça s'appelle le vétérinaire du plateau, je pense sur. Bon, regardez sur Saint-Denis cette maison qui a avec cette déclinaison aussi d'un côté de ferblanterie et de l'autre côté un travail de la de l'ardoise qui est fantastique. Alors justement, parlons d'ardoise. Regardez à côté de ce mur où on a toutes quasiment, elles sont toutes là, sauf peut-être le losange et celle qui a des petites échancrures au coin. Donc, on voit ici sur un vieux catalogue différentes formes. Alors ici, sur une tourelle, on voit un peu, par exemple, comment on obtient les losanges. Alors voilà, d'autres déclinaisons. Alors voilà d'où elles venaient et en fait d'où elles viennent encore. L'ardoise, il y a déjà eu de l'ardoise importée en Nouvelle-France, mais c'est sûr, ça ne couvrait que des trucs très, des bâtiments de prestige ou tout ça. Et elle a
quasiment été abandonnée et remplacée par la tôle. Et c'est seulement vers le milieu du 19e siècle qu'elle est revenue en force, d'abord avec des importations de Grande-Bretagne. Vous savez que beaucoup des maisons à Montréal, des riches personnes du bord de la montagne, importaient du grès d'Écosse qui lestait les bateaux. Quand ils partaient avec des lourds chargements de bois, ils revenaient avec des immigrants maigres. Alors, il fallait lester les bateaux avec de la pierre et avec de l'ardoise. Mais mettons que ça coûtait quand même cher. Importation des États-Unis et ensuite découverte de cette pierre extrêmement intéressante pour faire des toitures dans les cantons de l'Est et particulièrement au niveau central, à ce qu'ils appellent la zone Melbourne, qui encore aujourd'hui, mais je ne connais pas assez les cantons de l'Est pour vous dire, mais il semble qu'on en exploite encore pas mal. Le parapet, OK. OK. Donc, plus tard, en tout cas, début 20e siècle et jusque dans les années 30, c'est le parapet qui va s'imposer. Euh, et là, on va voir des décors qu'on va appeler, alors on appelle ça des amortissements, je n'arrive pas à comprendre l'étymologie. C'est tout ce qui vient au-dessus de tout ça, puis qui, ça fait 1 heure et demie, hein? Ouah. Alors, il y en a toutes sortes. On va se laisser aller assez rapidement, mais on va se rincer l'œil, là, parce que c'est un des objectifs d'aujourd'hui. Je veux que vous leviez la tête. Ouais, attention aux crottes de chien quand même. Euh, Vous voyez d'ailleurs, c'est chez moi d'ailleurs, là, à gauche, à droite, en plus du parapet, qui a des éléments bon, c'est la brique qui remonte, mais il y a des éléments aussi de ferblanterie. Mais vous avez une corniche qui sépare, mettons, qui souligne un peu les plafonds du dernier étage et la partie décorative ensuite. On est dans le sobre ici. C'est une maison de 1914, 1913-1914. Et en bas, donc différents exemples de parapets avec ces espèces de frontons qui sont vraiment postiches. Il n'y a rien derrière. Là. D'ailleurs, si vous avez derrière le toit, vous voyez, il y a un peu comme dans les villages de Lucky Luke, là, on monte, là, puis il y a une toute petite cabane en dessous. Bon, là, c'est pas vrai, mais euh, des fois, il y a un, il y a un couronnement absolument majestueux avec ses amortissements en forme de boule, de flèches, d'urnes, comme ici, là. Puis, non, l'art déco n'existait pas à l'époque. On est plutôt dans l'art and craft, qu'on appelle l'art and craft. On est, on est de travail de briques. En fait, c'était un magasin. C'était pas, maintenant, c'est des appartements, mais c'était un magasin. Alors, regardez ça. Regardez celle-là, ce pignon avec, ici à gauche, les, les cercles avec toutes sortes de briques de couleurs différentes, de textures différentes et l'incrustation d'un certain nombre d'éléments de pierre dans ce cas-là. La partie centrale en bas, c'est un ensemble absolument magnifique, bien entretenu, sur la rue Laurier, entre Berry et la rue qui est à l'est de Berry. Ah ben, Saint-Hubert. Vous avez un ensemble là, avec cette brique chaleureuse. C'est très simple, là, mais vous avez quand même cette ferblanterie qui vient couronner le couronnement de, de, de briques et ces amortissements en forme de sphère ou de boule. Là, par contre, ça rouille en ce moment. Ça demanderait un petit coup de peinture. Puis en plus, on est vraiment tout en haut. Il n'y a même pas besoin d'échafaudage. Là. On monte sur le toit, puis on peint. Regardez ça.
Bon, celle en bas à droite, là, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est dans Villeray. Oh, je ne sais pas. Ou dans Petite Patrie. J'ai un doute parce que je suis vraiment incapable de vous dire où c'est. Mais regardez, même si ce n'est pas sur le plateau, c'est regardable. Ah, vous la connaissez, celle-là? Saint-Denis, juste au nord de Marianne, en face de, j'allais dire Champigny. C'est comme si je disais Morgan pour la baie. Regardez ça. Ah, voilà. Alors, je vous en ai montré que la moitié. Voilà l'édifice construit par Giovenne sur Saint-Denis, au sud de Rachel. Et, vous voyez, c'est un ensemble de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments. Donc, à chaque bout, des triplex de pierre et quatre éléments en briques. Mais vous avez l'impression que c'est un même bâtiment. Il y a un autre de ces, je ne l'ai pas mis en photo, il y a un autre de ces terraces qui est sur la rue de Chisholm, qui est absolument magnifique, d'un style néo-renaissance. Ça fait partie des coopératives de Milton Park. Et c'est 7 ou 9 éléments. 7. Et il y en a un petit à 3 éléments qui est sur la rue Cherrier au coin de Saint-André, qui est absolument magnifique. Bon, vous reconnaissez, ça c'est sur la rue Rachel, euh, entre Delaroche et Christophe Colomb. Celle-là, je ne sais plus. Ah, je suis tombé là-dessus. Alors, on va voir qui connaît son petit catéchisme. Ça s'appelle comment, ça? Ciboire, calice et ostensoir. On a ça sur nos murs. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y en a quand même. Vous aviez remarqué déjà? Non? Et les décors moulés. Mais récemment, j'en ai découvert des abstraits là, qui sont tout à fait... Là, on est vraiment... On approche des années 30. Là, on est dans l'art déco, effectivement. Et regardez ce castor. Il n'est vraiment pas comme tous les autres. Il est stylisé. Il est vraiment exceptionnel. La grappe de raisin. Bon. Et vous voyez que notre étoile, peut-être de David, mais juste en dessous d'un bon vieux castor. Parapet de pierre dans les fameuses maisons ici au sud de Marianne sur Saint-Hubert, là, qui sont des maisons exceptionnelles dans tous les ordres avec les plus beaux escaliers de Montréal. Regardez l'élégance ici en haut à gauche. C'est simple, mais c'est... et regardez ce travail avec la pierre grise de Montréal qui est associé avec le grès rouge, peut-être des retailles là, de ce grès d'Écosse, ou je sais qu'on a retrouvé du grès sur l'île Sainte-Hélène, donc c'est peut-être d'ici aussi, j'en sais rien. L'utilisation aussi des parapets là, pour mettre la date de construction. Et vous voyez là tous ces amortissements en forme d'urne, en forme d'épi et autres éléments. Les créneaux, ça c'est un beau vendeur. Les parapets en fer-blanterie. J'ai trouvé cette image qui n'est pas prise dans le plateau, mais vous voyez à quoi ressemblaient nos balcons là, avant qu'on les remplace par des balcons en fer forgé, qui ne sont pas laids, mais on a l'impression que c'est le fer forgé, c'est l'ancien. Non, l'ancien était en bois tourné, il était euh, et en haut, donc je vous ai mis quelques définitions aussi, l'amortissement dont on parle déjà, et un terme que vous n'avez vraiment pas besoin de vous rappeler. En fait, c'est l'espèce de support sur lesquels justement les amortissements sont installés. Ah, voilà.
Je vous en ai montré un petit bout dans la première image tantôt. Regardez, on dirait que c'est une ville là, qui a poussé sur. Bon, il faut dire que je me suis arrangé aussi pour tout ramasser sur la même photo, là, en les prenant. Là, on est à côté de la maison la première maison de Leonard Cohen, et puis la maison qui appartient toujours à sa famille. De l'autre côté, on est presque en face du square Vallière ou du square du Portugal. C'est magnifique. Regardez. Et lui, il a l'air, en tout cas, je l'ai toujours vu avec cette peinture argentée, donc j'ai l'impression qu'il est entretenu relativement régulièrement. Peut-être pas aux 2 ans, mais peut-être aux 5 ans. Bon, voilà l'objet de mon admiration la plus pure et de ma colère la plus sombre. On a un des plus beaux couronnements du plateau. Vous le voyez dans son entier, enfin, là-haut, et vous voyez là tout ce qui manque. Et il y a un bout qui est du côté donc de l'avenue du Mont-Royal, on est au coin de Chambord, euh, l'équivalent de ce qui est sous la Lune, là, qui est complètement défait, c'est-à-dire que la pluie, ça doit rentrer là-dedans, là. Et c'est une espèce d'auberge, un Airbnb ou je ne sais pas trop quoi. Euh, oui, c'est c'est là qu'on parle de non-assistance à patrimoine en danger. C'est sûr, ça appartient à un propriétaire, puis la loi lui permet de scraper la richesse du patrimoine qu'il possède. Mais il me semble que quand tout ça va se déglinguer, c'est toutes nous autres qui allons perdre. Je ne pense pas, là, on est entièrement dans le postiche, là. C'est la perversion d'un, d'une réglementation qui est géniale. C'est bizarre de dire les choses comme ça. Elle est géniale parce qu'effectivement, elle a pour but de remettre tranquillement, au gré des travaux, le plateau dans son état original et même de rehausser la valeur des maisons. Le problème, c'est que toutes ces déprédations ont été faites en général bien avant les propriétaires qui s'en soucient aujourd'hui. Or, ces déprédations ont été faites avec, sinon, comment je dirais, l'indifférence de la ville et, dans la plupart des cas, un permis. Alors, c'est ce que j'ai dit j'ai déjà discuté de ça avec les hautes autorités, y compris la plus haute de l'arrondissement, en disant, appliquez votre règlement, mais donnez les sous. Parce que vous êtes responsable en grande partie de ce qui s'est passé. Parce que les cas, puis la personne qui est dans la salle va se reconnaître, qui voulait justement descendre sa brique et puis la remonter parce qu'elle gonflait, ben là, ils vont faire quelque chose qui est sûrement correct pour un certain nombre d'années, mais ils étaient prêts à faire un travail bien fait et complet, mais il fallait qu'ils refassent sur la base d'aucun document, simplement que ça existait autour, un crénelage au-dessus, puis on leur imposait même de créer de toutes pièces, parce qu'il n'y avait aucune les fameux décors moulurés, alors que dans le coin, il y avait des décors moulurés, mais il y avait des maisons sans décor aussi, mais on leur donnait le maximum à faire. Ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils n'ont pas fait les travaux qu'ils voulaient faire. Non, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut une cohérence, parce que ça va nous rendre cyniques vis-à-vis du patrimoine. Je connais des gens qui sont des grands défenseurs du patrimoine, puis que ça les écœure ce qui leur arrive. Donc, il faut trouver des moyens, puis il faut que la responsabilité des gens qui ont permis que ça se fasse. euh, alors, regarde, ça aussi, c'est un. Alors, regardez ça comme c'est beau. J'adore ce parapet. Il est sur la rue Esplanade, presque à Duluth. Et à l'arrière, on voit les deux clochers de Saint-Jean-Baptiste. Bon, là, mon temps est dépassé complètement. Oui, la fusée s'en vient. Regardez ça. Ça, c'est Bordeaux, au nord de Mont-Royal.
En haut, ils ont repeint, mais en bas, là, ça... Rachel, hey, l'inspiration de ça, là. Henri Julien, regardez ça. C'est pas beau. Ça a une histoire que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais c'est notre conseiller municipal, Alex Norris, qui s'est battu pendant quoi? 3 ans, 4 ans? Plus que ça, 10 ans? Non, pas 10 ans. Contre le précédent propriétaire pour arriver à faire restaurer, c'est la bâtisse de coin Saint-Laurent des Pins. C'est une splendeur. Ça, c'est l'angle Marianne Drolet. Souvent, des angles de rue comme ça on travaillait des pignons. Mais faut les regarder. Il n'y a personne qui les voit comme je les montre. J'ai jamais vu ça. Bon, regardez, ça c'est Saint-Laurent en 1918 et en 1904. Ça, c'est l'édifice, ce gigantesque centre commercial euh, créé par M. Baxter, un, un- un banquier. Et regardez sa bâtisse. Alors, elle a été conçue par Théodore Daou. Et regardez ce qu'il a mis en couronnement. Même un espèce de toit bulbeux. Alors, ce qui reste actuellement, c'est effectivement la fenêtre en saillie. Elle existe toujours. Et tout s'arrête à la corniche. Et même les corniches n'existent plus. C'est des solins simples. J'aurais dû vous mettre les photos. Vous voyez l'espèce d'échauguette. Une échauguette dans le château fort, là, c'est l'espèce de tourelle en porte-à-faux à l'angle d'un mur d'enceinte. Alors, on la voit au fond, là, puis on la voit ici sur une image fantastique qui vient d'Expo Rail, enfin, une photo de tramway euh, sur la construction des tramways, puis on la voit ici au premier plan. Tout ça a disparu. Alors, échauguette, pinacle, c'était somptueux. Tout ça a disparu et a un peu édulcoré l'ensemble. Alors là, vous en voulez de l'échauguette? J'en ai une coupe. Bon, la fameuse du Square Saint-Louis. Bon, c'en est une autre ici qui est au coin de Saint-Urbain et du Luth. Mais elle a été magnifiquement restaurée avec son toit de cuivre. Puis je pense, depuis le temps que ça a été fait, je pense qu'ils ont mis un vernis sur le cuivre parce qu'il n'est pas venu vert de gris, puis c'est pourtant si beau. Et puis il y a ça qui est sur Clark, un bâtiment. Oui, oui, ça c'est les mêmes, mais celle du centre, je pense que c'est un clocheton sur. Ah, voilà la fusée. Alors, ouais, c'est un édifice, c'est une maison de rapport. Et puis là, j'ai pas vu ça ailleurs. Là, c'est une création. J'adore ça. Bon, d'autres fusées, d'autres fusées. Alors, les boules. Je suis passé là, je ne sais pas combien de fois. Comment ça s'appelle? Il y a un film de dessin animé là, avec un écureuil qui poursuit un gland. Là. Je trouve que ça ressemble à ça. Regardez la créativité. Et celui-là, là, on dirait le dôme géodésique. Buckminster Fuller. Bon, fleur de lys, les urnes. Bon, Saint-Hubert. Là, vous avez l'authentique, elle est bien entretenue, elle est peinte. Là, elle est toute neuve. J'aimerais ça connaître le propriétaire, combien il a payé ça. Mais je suis sûr que celle qui est complètement, qui est sous le U de urne, là, c'est l'original. Elle a été peinte, elle a été entretenue. Ça, c'est le Lucier. Quand le magasin, je te regarde, Huguette, le magasin qui était de Ferblantier, qui était sur Rachel, c'était Lucier, hein? Non, c'est ça que je veux dire. Mais je ne sais pas s'il est toujours dans le quartier. J'avais essayé
de l'interviewer pour le dictionnaire, puis il n'a jamais, c'était plus Lucier, c'était un autre. Il avait trop de travail. Ah oui? Ah, OK. Ah oui. Mais j'aurais aimé là, qu'il me parle. Bon, c'était pas lui, il n'était pas de la famille Lucier, mais parce que j'ai l'impression, enfin, la vitrine de sa boutique était fabuleuse, là. C'était une façon de voir aussi à vue de, à vue de, à vue d'homme, à vue de femme, ce qui est tout en haut. Les gargouilles, les girouettes. Regardez ce que j'ai découvert. Tout ça, c'est sur le plateau. Regardez le serpent, faculté de médecine de McGill, mais qui est du côté est de l'université, donc on est toujours dans le plateau. Et ah, l'oiseau, ben, c'est l'alouette de McGill sur le Royal Victoria, sur le Victoria College. Devinez où ça a été? Ça, je ne trouvais jamais. Les gens qui travaillent là ne savaient même pas qu'il y en avait un dragon. La maison mère des hospitalières de Saint-Joseph. À la croisée du bâtiment, il y a cette croix. Alors ça, ce n'est pas le dragon en train de se faire percer par Saint-Georges ou Saint-Michel, là, puis... Non, triomphant au-dessus des bonnes sœurs. Alors, j'ai interrogé mon ami directeur de Paul Labonne, directeur du musée. Il dit, il va tout me dire ça. Il ne l'avait jamais vu. Je lui ai dit, ben, interroge tes copines. Il ne m'est jamais revenu. Alors ça, c'est inspiré du travail de notre ami Gabriel Deschambault sur les boiseries de Montréal, où j'ai essayé justement, avec les informations qu'il donnait sur les catalogues qui circulaient. Alors, effectivement, le catalogue Sears Roebuck, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, euh, proposait même quasiment des maisons en Lego, là, comme il mettait dans son article. Donc, ils ont non seulement envoyé des parties de maisons, des parties, comme disait Jules tantôt, mais aussi ils sont servis d'inspiration, c'est-à-dire qu'ils fournissaient, il y avait des catalogues où on voyait des objets que les artisans d'ici pouvaient aussi reproduire. Et ici même, il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus. Alors, c'est là que j'ai découvert, je connaissais la rue Shearer, j'ai découvert James Shearer, qui a été l'inventeur. Alors, on va mettre des énormes guillemets, peut-être celui qui l'a introduit à Montréal, mais je ne peux pas croire que le drain central ait été inventé à Montréal, peut-être à cause de notre nordicité. Il n'y avait pas besoin de ça à Boston. Donc, c'est peut-être vrai qu'il a été l'inventeur. Et par contre, ici, j'ai trouvé des images de l'usine telle qu'elle était à Pointe-Saint-Charles, le long du canal de la Chine. Et regarde ce qu'on faisait. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est tout ce qui est fait à la scie ou avec des gros instruments. Je comprends là, comment ça se faisait. Mais le chantournement, regardez l'épaisseur, la taille des évidements sur... ça, c'est rue Clark. Vous commencez la rue Guilbeault, vous allez jusqu'à la rue Prince-Arthur et vous voyez une série de ces maisons. Regardez la taille de ces maisons. Normalement, c'est 25 pieds, c'est 8 mètres à peu près, la taille standard. Là, on est quasiment dans le 4-5 mètres. C'est des pièces absolument minuscules. Et vous avez à l'étage, c'est du grand art. Regardez comme c'est beau. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Mais là, mais tant que tu en fais une, tu peux peut-être faire 2-3 planches, et encore. Et puis, ça fonctionne comme une machine à coudre. Ça fait monter et descendre une petite scie sauteuse. Alors voilà, quand j'ai commencé tantôt cette conférence en vous parlant de ma découverte de Montréal, donc en 73-74 quand je suis arrivé, mais en 76 et 77, ces deux documents ont paru. C'est des livres de photos et ça documentait finalement euh, ce
ce que j'avais adoré en arrivant ici, qui avait constitué des attachements à cette ville. Alors, bien sûr, c'est épuisé depuis 76-77, mais je les ai trouvés ça traîne toujours chez les bouquinistes, si vous en trouvez un exemple à acheter pour consultation. Merci beaucoup. Comme vous voyez, j'ai plus de questions que de réponses. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui veulent poursuivre la recherche ou qui connaissent des étudiants en architecture, en histoire de l'art, qui pourraient se chercher des sujets, ça fait plaisir.